Bonjour et merci de votre fidélité. Aujourd'hui, dans Agir pour l'environnement, qui est la seule émission hebdomadaire de l'océan Indien entièrement consacrée à la protection et à la préservation de l'environnement de Mayotte, nous allons nous intéresser à notre lagon et plus particulièrement aux animaux qui y vivent et encore plus particulièrement aux espèces protégées qui vivent dans ce lagon. Qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, pour permettre à ces animaux d'être moins menacés? Agir pour l'environnement au quotidien, ben oui, moi j'y crois. Comment agir pour protéger les espèces qui sont vivantes dans notre lagon? Pour répondre à cette vaste question, sur le plateau aujourd'hui, Oriane Lepignol, qui s'occupe justement au Parc naturel marin de ces questions de conservation des espèces, et puis également Michel Charpentier, le président des naturalistes, qui porte un certain nombre de programmes d'action pour les espèces protégées du lagon. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. La première question que j'ai envie de vous poser à tous les deux, c'est quelles sont les espèces protégées qui vivent dans notre lagon? Eh bien, il y en a pas mal. Alors, du coup, au travail dans le parc naturel marin, on va parler surtout des espèces marines, mais il y a les tortues marines, il y a des mammifères marins, il y a des poissons. Alors, des mammifères marins, par exemple, c'est les baleines? Baleines à bosse, les dauphins, certains requins, certaines raies, voilà, il y en a tout un tas. Des poissons aussi, certains sont protégés contre la pêche. Les tortues marines, Michel en parlera certainement plus en détail. Des oiseaux marins côtiers, voilà, il y en a tout un tas. Et pourquoi aujourd'hui on décide, Michel, de protéger une espèce? Pourquoi à un moment donné on se dit cette espèce-là en particulier, il faut la protéger? Il peut y avoir plusieurs raisons, soit parce qu'elle est endémique de la région ou du territoire, ce qui est un petit peu plus rare pour les espèces marines parce qu'elles peuvent évidemment se déplacer plus facilement. Mais par exemple, le crabier, l'oiseau crabier blanc, n'est vraiment présent que dans la région sud-ouest océan Indien, ou parce que l'espèce est en voie de disparition et même en très forte menace de disparition, comme le dugong. Et les tortues marines, puisqu'on voit derrière vous des photos, des vidéos en fait de pontes de tortues, pourquoi les tortues sont-elles une espèce aujourd'hui menacée? Parce qu'on a l'impression quand même qu'il y en a beaucoup. Alors, il y en a beaucoup, mais toutes les espèces de tortues marines sont menacées, certaines de manière encore plus forte. Par exemple, les tortues imbriquées, parce qu'elles ont une belle carapace et que depuis des décennies, c'est recherché pour la carapace. D'autres fois, c'est pour la viande. On en sait quelque chose à Mayotte. Pour les tortues, oui. Pour les tortues vertes. Quelquefois, dans d'autres régions, c'est aussi pour les œufs, etc. Et donc, les tortues marines, pour l'instant, au niveau international, c'est en diminution. À Mayotte même, c'est sans doute trop tôt pour le dire. Les spécialistes du Muséum d'histoire naturelle avec lesquels on est en contact nous disent qu'il faut au moins 7 ans de suivi régulier pour qu'on puisse parler d'une évolution. Bon, pour l'instant, moi je ne suis pas trop défaitiste pour les tortues vertes parce que, par exemple, cette année, on n'a jamais eu autant de montées sur la plage de Sazilé. Reste à savoir si c'est pareil ailleurs et surtout si ça va continuer comme ça pendant plusieurs années. Qui s'occupe aujourd'hui de faire respecter la protection? Parce que qui dit protection dit règles du jeu, et je suppose que quand on ne les respecte pas, il y a bien quelqu'un qui vient vous rappeler à l'ordre. Alors, il y a des policiers de l'environnement, des gens qui sont assermentés. Donc, pour ça, il y a plusieurs structures. Il y a à la fois le parc naturel marin qui a 4 ou 5 personnes qui sont assermentées aujourd'hui qui peuvent aller sur le terrain pour faire des actions de police. Mais il y a aussi d'autres forces de police qui ont le pouvoir pour agir sur l'environnement. Donc, que ce soit au niveau de la police maritime ou au niveau des collectivités. Donc, il y a plusieurs possibilités pour ça. Après, le maire, même au niveau des communes, a un pouvoir sur la police environnementale.
Donc au niveau police, voilà, il y a plusieurs possibilités. Quand les autorités décident qu'une espèce doit être protégée, donc parce qu'elle est menacée d'extinction ou qu'il y a du braconnage autour d'elle, il y a des financements, je suppose, qui sont prévus pour mettre en place des actions. Oui. Il y a plusieurs types de financements. Au niveau européen, il peut y avoir des programmes qui s'appellent par exemple les LIFE, qui vont permettre de financer des actions de protection. Et il y en a pour le crabier blanc, je crois. Par exemple. Ensuite, il y a des financements au niveau de l'État, donc les financements publics. Il y en a pour les tortues ici. Absolument. Et les dugongs. Oui, c'est les plans nationaux d'action. Voilà. Donc, par exemple, les actions d'animation ou de coordination peuvent être directement financées par la DEALM. Et puis ensuite, il peut y avoir des financements spécifiques, comme les fonds verts, par exemple, pour des actions. Ensuite, les collectivités peuvent aussi financer certaines actions. Mais vous, le parc marin aussi, vous financez des actions de sensibilisation et de préservation. Mais c'est général, c'est pas dédié à une espèce en particulier. On a des financements qu'ensuite on redistribue en fonction des priorités d'action et du plan de gestion. Et donc c'est le conseil de gestion du parc qui décide des priorités. C'est quoi, vous avez abordé le terme, Michel. C'est quoi un plan national d'action ? Eh bien, quand une espèce est considérée comme particulièrement menacée, c'est un plan d'action qui est financé directement par le ministère pour protéger cette espèce. Donc, c'est d'ailleurs pas très abondant. Ça ne marche vraiment que si... Le financement, vous dites. Le financement n'est pas très abondant. Il faut absolument rechercher des financements complémentaires. Mais c'est un programme pluriannuel pour essayer de sortir cette espèce des difficultés dans lesquelles elle se trouve. Par exemple, pour... l'espèce des dugongs, dont on sait qu'elle est vraiment réduite à la portion congrue à Mayotte, l'une des principales actions qui sont menées, c'est de voir quelle connexion il peut y avoir avec d'autres espèces dans la région, que ce soit Madagascar, le Mozambique, et éventuellement d'autres. Et justement, est-ce que, déjà il reste, selon parce que c'est les naturalistes, je crois, qui travaillent sur la question du dugong à Mayotte, il y aurait aujourd'hui encore combien de dugongs à Mayotte, et est-ce qu'ils vivent justement en autarcie ici ? Pour l'instant, on n'en sait rien de manière définitive. S'ils vivent en autarcie, s'il y a des échanges avec Moïli, par exemple, ou Madagascar. Il y a des dugongs à Moïli et à Madagascar. Oui, mais pas très nombreux, guère plus nombreux à Moïli qu'ici. Et à Madagascar, on ne sait pas trop. Là où il y en a le plus dans la région, c'est le parc de Bazaruto au Mozambique. Voilà, le projet du plan national d'action, c'est d'essayer de créer de la connexion entre ces différents centres. Au niveau du nombre, depuis des années, on dit qu'il y en a moins d'une dizaine. Bon, il y a eu une naissance il y a plusieurs mois ici, mais il ne faut pas trop compter sur les naissances parce que les dugongs ne font qu'un petit à la fois et il faut plusieurs années pour une deuxième grossesse. Donc, il faudrait vraiment des conditions exceptionnelles pour que l'espèce puisse se renouveler uniquement à partir de Mayotte. Donc, ce qu'il faudrait dire qu'il faudrait faire venir peut-être des espèces d'ailleurs, mais c'est compliqué tout ça, non ? Est-ce que c'est bien intellectuellement bien acceptable cette histoire ? Non, ça a été essayé dans les Antilles. Je pense que c'est pas forcément la solution et c'est pas du tout ce qui est envisagé pour Mayotte. Ce qui était expliqué par Michel, c'est d'arriver à savoir justement s'il y a déjà de la connexion en faisant des analyses génétiques entre les différentes sous-populations ou peut-être même une même population. Par exemple, les Comores qui sont pas très loin. Oui. Voilà, arriver à savoir si cette connexion se fait déjà et ce qui serait un message d'espoir pour effectivement savoir si la population pourra se renouveler d'elle-même ou si elle est vouée
effectivement se reproduire avec les individus seuls de Mayotte, ce qui serait plus compliqué pour son maintien dans le temps, quoi. Mais du coup, parce qu'on sait que c'est la pêche qui a contribué à appauvrir le nombre d'animaux dans le lagon, le parc marin s'occupe aussi de travailler aux côtés des pêcheurs. C'est quoi les messages est-ce que vous faites passer des messages? C'est quoi les retours? Enfin, comment ça marche cette dynamique? Et d'abord, est-ce que c'est à vous de le faire? Enfin, comment ça marche cette dynamique où on essaye de sensibiliser les uns et les autres? Sur les dugongs, c'est sûr que c'est la pêche, mais il y a déjà plusieurs décennies. Oui. Le Siglou Safari, par exemple, avait fait un excellent petit reportage sur un ancien pêcheur qui est maintenant décédé d'ailleurs, qui expliquait que dans les années 50, ils allaient régulièrement à la pêche et qu'ils pouvaient ramener un dugong dans la journée. Mais le problème, c'est que tout ça, ça a complètement appauvri la population de dugong. Et aujourd'hui, il y a 2-3 ans, je crois, il y a eu un pêcheur qui a été pris après avoir capturé un dugong au filet volontairement. Hein. Mais sinon, bon, il faut reconnaître que d'abord, il y en a si peu que c'est pas très facile à les trouver. Et bon, je pense que les pêcheurs sont quand même largement sensibilisés sur ce sujet-là. Mais le problème, c'est reconstituer la population, et ça... et ça peut être un problème. C'est un gros problème parce que bon, l'espèce est quand même à la portion congrue en ce moment. Je repasse sur les tortues, puisque là, on a à côté une émergence et on a un bébé tortue qui part à l'eau. Aujourd'hui, est-ce qu'on est sûr que le site de Sazilay, c'est le 2e site de ponte de l'océan Indien? Le problème, c'est que les comptages sont pas forcément, les protocoles de comptage sont pas forcément les mêmes partout. Hein. C'est probablement moins important sur l'île d'Europa, hein, mais qui a un avantage énorme par rapport à Mayotte. Il n'y a aucune pression humaine. Oui. Hein. Et ça doit être à peu près à égalité avec Moïli, hein, le site d'Itsamia à Moïli, dont la plage est beaucoup plus vaste que la plage de Sazilay. Mais cela dit, en 2023, par exemple, on a, du 1er janvier au 31 décembre, on a estimé à partir de nos comptages et en extrapolant sur 365 jours, qu'il y avait quand même plus de 3000 pontes sur la plage de Sazilay. Donc, vraisemblablement, comme elles pondent en moyenne 3 fois, à peu près 1 millier de tortues qui sont passées. Et cette année... bon, l'année n'est pas terminée, mais la fréquentation est beaucoup plus précoce que d'habitude. Ça a commencé dès fin janvier et on a eu des pics de ponte, plusieurs à plus de 80 montées la nuit et même dépassant les 100 montées, ce qu'on n'avait jamais eu jusqu'à maintenant. Mais ça veut dire quoi? C'est un signe de modification du climat, c'est un signe il y a beaucoup plus de tortues qui fréquentent nos eaux et qui se sentent en sécurité sur la plage de Sazilay pour pondre, ou c'est une anomalie de la nature qui n'a pas beaucoup de sens finalement sur le dynamisme de l'espèce. Qu'est-ce qu'il faut en penser, Oriane? Bah, ça peut être, c'est en général multifactoriel hein, quand il y a des évolutions comme ça, mais ça peut être plusieurs choses. Effectivement, on peut émettre les hypothèses qu'il peut y avoir une amélioration du nombre de la population de tortues. Ça peut être un report de certaines tortues qui peut-être allaient pondre à côté, plus loin sur une autre plage, et puis qui cette année se retrouvent là. Ça peut être aussi influencé par la pression de braconnage.
Il peut y avoir une influence climatique, l'état des plages qui peut varier d'une année sur l'autre. Enfin, voilà. C'est très dur de dire quel facteur influence le plus. Et en combien de temps d'observation de tous ces phénomènes on peut tirer des enseignements ou des choses un peu fiables en se disant ça va mieux ou ça empire? Ou sous-entendu, le plan national d'action est efficace? Alors, en écologie, il faut quand même souvent plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années pour arriver à tirer des conclusions comme ça sur le long temps. Voilà, surtout quand c'est des espèces comme ça qui ont besoin de plusieurs années pour se reproduire et puis pour grandir, arriver à un âge de maturité sexuelle, comme on le sait pour la tortue en plus, qui est très important. Donc voilà, il faut un certain nombre d'années, et notamment le dernier plan national d'action sur les tortues, n'ayant duré que 5 ans, c'est trop tôt encore pour dire si ce plan a pu être efficace, et donc c'est pour ça qu'il faut en enchaîner plusieurs. Et par ailleurs, comme les tortues sont des animaux migrateurs, il faut savoir ce qui se passe au point de départ de la migration, c'est-à-dire là où elles se nourrissent, sur des herbiers, on ne sait pas exactement où, mais soit au large de Madagascar, soit au large de la côte africaine. Et si les herbiers sont en très mauvais état, par exemple, je ne sais pas, un cyclone, oui, bien sûr. Donc elles se nourrissent moins et elles sont moins prêtes à partir parce qu'elles n'ont pas accumulé la quantité de graisse et d'énergie qui leur sera nécessaire pour la migration. Et quand vous dites ça, il faut faire un lien avec les travaux que les naturalistes de Mayotte ont fait là ces derniers temps et qui tendent à dire que justement les herbiers ont été, à Mayotte j'entends, ont été bien endommagés par le cyclone. Oui, encore que ça ne donnera pas de réponse sur l'influence sur les pontes à Mayotte, parce que les herbiers de Mayotte nourrissent des tortues qui iront pondre ailleurs, et ce sont celles qui se nourrissent ailleurs qui viennent pondre à Mayotte. C'est pas simple, mais ça fonctionne comme ça que comme ça marche. Donc on ne peut pas tirer d'enseignement non plus par rapport à ça. En fait, c'est un travail sur lequel il n'y a pas beaucoup de satisfaction des investissements faits en réalité pour celui qui va assassiner un bénévole d'association, par exemple, qui s'engage à travailler régulièrement pour protéger une espèce, si ce n'est pas à très court terme que le travail qu'il a fait a été utile. À court terme, on ne le sait pas, mais on sait qu'à long terme, les actions qu'on a, ne serait-ce que sur les habitats, c'est toujours bénéfique quoi qu'il arrive. Donc il ne faut pas s'arrêter de mener ces actions parce qu'on n'a pas forcément les résultats tout de suite. Ça, on le sait quand on travaille dans l'environnement, c'est comme ça. Et puis des fois, on a des suivis qui ont démarré déjà il y a plusieurs années et pour lesquels on peut poursuivre. Et là, on sait que les résultats sont intéressants et sont interprétables. Donc, et puis voilà, toutes les actions seront toujours utiles quoi qu'il arrive. Et puis il faut travailler sur justement la protection de l'habitat des tortues, c'est-à-dire faire en sorte que il y ait le moins de pression possible au moment de la ponte, les chiens errants par exemple, la présence humaine. Donc il y a eu les arrêtés de protection de biotopes qui vont dans ce sens-là. Et puis améliorer aussi tout ce qui, dans le lagon, enfin la qualité des eaux du lagon pour que les tortues et les autres espèces marines... vous pensez aux déchets quand vous dites ça? Aux déchets, à la terre. Il y a 25 000 tonnes de terre qui arrivent quand même chaque année dans le lagon. Et puis aux pollutions chimiques, soit du lavage en rivière, soit des déchets pollués qui arrivent dans l'eau. Là, on a parlé du plan national d'action. Vous avez glissé sur les arrêtés biotopes. Il y a vraiment un point que je trouve important et dont on ne parle pas assez, c'est quelquefois ce qu'on pourrait appeler les conflits d'usage, c'est-à-dire les difficultés que peuvent avoir certaines catégories de personnes à accepter qu'elles vont devoir moins utiliser ou moins avoir accès à une zone parce qu'elle est très fréquentée par une espèce protégée. C'est dur de faire comprendre ça aux habitants, aux pêcheurs, aux agriculteurs, par exemple. Oui, et ça suppose justement de la part des services institutionnels d'engager le dialogue avec les acteurs en question, voire la population en général. Et
C'est ce qui n'a pas été fait pour les arrêtés de protection de biotopes. Alors, c'est quoi un arrêté de protection de biotope, Oriane? Parce qu'on en parle comme si on savait tous, mais enfin bon, moi je ne sais pas ce que c'est, donc je suppose que certains de ceux qui nous écoutent non plus. C'est un arrêté qui est pris vraiment en faveur d'une espèce en particulier et de son habitat, du coup à une échelle locale, et dans laquelle on va mettre des prescriptions qui sont décidées au niveau local, normalement en concertation, comme l'a dit Michel, où on vient, en fonction des usages aussi des besoins de protection de l'espèce, définir un certain nombre de règles et qui sont pris par arrêté. Alors, si vous pouvez nous donner un exemple, que ce soit très concret. Par exemple, on travaille en ce moment sur un arrêté de protection de biotope des mangroves, donc sur certains sites pour lesquels on va interdire par exemple la présence de voulées à certains endroits, interdire la coupe du bois, même si ça c'est déjà pris par ailleurs, interdire certains accès qui étaient peut-être avant un peu sauvages pour des véhicules. Les véhicules, c'est les bateaux. Soit des bateaux ou même des accès véhicules, voitures ou autres qui rentraient dans certains endroits. Donc c'est des usages comme ça qu'on va restreindre, voire interdire. Certaines activités aussi qui permettent de mieux protéger le site, l'habitat, et du coup par ruissellement les espèces qui l'occupent, comme le crabier blanc par exemple. Mais on a entendu, je pense à la pêche au bigorneau par exemple, que ça a énervé certains pêcheurs, qu'on puisse leur dire non, tu vas pas y aller en fait. Sur la question des bigorneaux, je crois et j'espère qu'il faudrait dans les mois à venir, sous la direction du parc marin et peut-être de l'université, qu'il y ait une étude qui soit faite sur d'abord quelles sont les espèces concernées, parce qu'on dit bigorneaux, mais en fait il y en a plusieurs derrière cela, et sur la reproduction de cette espèce. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des périodes auxquelles il faut accorder plus d'importance que d'autres? Et puis ensuite, sur les zones, il n'y a pas que les zones qui sont actuellement sous arrêté de protection de biotope où il y a des bigorneaux. Il y en a sur un petit peu toutes les parties rocheuses de l'île. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vais être très, très trivial, mais enfin, de la pêche au bigorneau à Mayotte, il y en a eu depuis très longtemps. Alors pourquoi aujourd'hui elle poserait problème? Alors que depuis des années, il y a pu en avoir. C'est ça aussi que les gens peuvent parfois ne pas comprendre. Quand je dis les gens, c'est les principaux intéressés. Parce que quand on pêche pas le bigorneau, on s'en fiche en fait. Mais quand on le pêche, pourquoi on n'aurait plus le droit de le pêcher demain, alors qu'on l'a pêché toute sa vie et que ses parents aussi, puis que ses grands-parents aussi? Oui, mais il y a différents types de pêche au bigorneau. Il y a ceux qui font ça pour améliorer le repas du lendemain. Bien sûr. Et puis, il y a quand même des gens qui font de la pêche au bigorneau de manière systématique pour en avoir le plus possible et le revendre. Ça se vend, enfin ça se remplit dans des bouteilles, par exemple, dans anciennes bouteilles de jus de fruits, par exemple, et puis c'est vendu de manière assez rentable au marché noir par la suite. Ça, c'est un système qui dépouille quand même très fortement une zone, et il faudrait veiller à ce qu'il puisse y avoir la possibilité de reproduction d'espèces. En outre, dans les zones d'arrêté de protection de biotope pour les tortues marines, c'est aussi fortement déconseillé parce que les bigorneaux sont sur les zones rocheuses, et bien sûr, il faut bien que les gens soient éclairés pour pouvoir y arriver, donc ils ont des gros projecteurs, et ça, la lumière, les projecteurs... Ça empêche les tortues de monter, de pondre, c'est ça? Ça dérange les tortues, ça les perturbe à coup sûr. Vous avez évoqué tout à l'heure comme étant une espèce protégée, le crabier blanc. On pense tous à Chido, je crois qu'on ne peut pas l'oublier. Ouais. Un phénomène comme celui-là, ça a eu quoi comme impact, si on a déjà pu le mesurer, sur le crabier blanc, donc qui vit à l'air libre, et puis également sur les tortues qui vivent, elles, dans le lagon?
Alors pour le crabier blanc, on va le savoir très bientôt puisque ça va être le début de la période où elles viennent s'installer dans les héronières. Alors historiquement, du coup, il y a plusieurs héronières à Mayotte qui sont justement au cœur des mangroves, de certaines mangroves. Et du coup, là, le cyclone a eu des gros dégâts sur ces mangroves-là, notamment les mangroves centrales, qui sont les zones où elles s'installent préférentiellement. Donc on va savoir bientôt si elles vont se reporter sur d'autres sites ou si elles n'y reviendront pas forcément. Et ça, on va le savoir dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais il y a eu des morts, enfin, il y a eu des oiseaux qui ont disparu, ou bien c'est des animaux, parce qu'on l'a dit, les animaux du lac de Kariani, quand il y a eu la sécheresse, on sentit qu'il se passait un truc et ont pu partir ailleurs et revenir ensuite. C'est pareil avec à l'approche d'un cyclone, les animaux ont une sorte de 7e sens, 8e sens et se mettent à l'abri. Comment ça se passe? C'est des animaux là, qui migrent, notamment pour la période de reproduction. Donc c'était le moment où le cyclone est passé, c'était pas la période où ils étaient forcément présents. Donc, tant mieux, quelque part. Donc voilà, après, est-ce qu'on a trouvé des oiseaux morts à l'interpériode? J'en ai pas eu de l'information. Donc c'est plus maintenant l'état de l'habitat, est-ce qu'il sera suffisant ou pas pour que l'espèce vienne se reproduire à nouveau. Et après, ils vont rester, quand ils vont arriver, ils restent sur notre île pendant combien de temps? J'ai plus en tête, c'est 2-3 mois à peu près, la période où ils viennent s'installer, ils se reproduisent avant que les jeunes s'envolent. Avec les parents vers un autre, ouais. un autre site. Et ils vivent sur la zone et ils font ça tout le temps? Tous les ans, ils reviennent se reproduire. Ouais. Alors, on a parlé des arrêtés biotopes, on a parlé des plans nationaux d'action. Est-ce qu'il y a d'autres formes de protection des animaux? On entend la liste de l'IUCN, par exemple. C'est quoi par rapport à un programme de protection? Alors la liste rouge de l'UICN, c'est pas une liste, c'est pas un outil de protection, c'est une liste qui permet d'établir plutôt le niveau de menace sur chaque espèce. Donc est-ce qu'elle est menacée d'extinction, est-ce qu'elle est en danger, est-ce qu'elle est vulnérable ou est-ce qu'elle est menacée. Donc c'est pas un outil de protection. Par contre, c'est une information qui est nécessaire justement pour établir des listes de protection. Donc on a des protections qui sont prises soit par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral au niveau de l'État. Et ensuite, on a aussi des conventions au niveau international qui protègent aussi les espèces, par exemple, du commerce international. Et ensuite, au niveau local, on peut avoir, on a dit, national, des plans d'action, des arrêtés de protection de biotopes. On peut avoir la création de réserves, comme celle de Mbouzi, qui est une réserve nationale. Voilà. Donc tout ça permet d'avoir un panel de protection. Et dans une réserve naturelle comme celle de l'île Mbouzi, puisque c'est celle que l'on a sur notre territoire, on n'a pas le droit non plus de faire n'importe quoi. D'abord, on n'a pas le droit d'y aller. Non, je vous détrompe. On n'a pas le droit de faire n'importe quoi, mais elle est d'accès libre, sous réserve de respecter certaines contraintes. Par exemple, ne pas faire de feu, ne pas arracher des plantes ou prendre des animaux, ne pas pêcher autour. Et encore, c'est autorisé cependant pour la pêche en pirogue. Voilà, donc c'est quand même accessible, tout à fait, mais il faut simplement respecter les contraintes et ce n'est pas du tout une mise sous cloche. Donc globalement, notre environnement est bien protégé à Mayotte. Alors, quand je vous écoute. Pas suffisamment à mon point de vue, parce que ce qu'il faut chercher à protéger, c'est les habitats. C'est-à-dire protéger les espèces, c'est très bien, mais une espèce, elle vit dans un certain milieu, et c'est ce milieu-là qu'il faut aussi protéger, là où l'espèce est très dense ou au contraire en très petit nombre, parce qu'en voie de disparition. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on n'a pas encore tous les outils nécessaires. Vous savez, au niveau réserve naturelle, à Mayotte, il y a l'île Mbouzi, 80 hectares. Ça ne mord pas trop sur l'espace total de Mayotte. Et puis, la réserve nationale des forêts, ça, c'est autre chose. Elle est beaucoup plus vaste. Mais il y a d'autres
espaces qu'il faudrait pouvoir protéger. Et on distingue toujours protection simple, protection forte. Hein. Par exemple, tout l'espace marin est protégé par le parc marin qui occupe même toute la zone économique exclusive, mais c'est pas une protection forte. Hein. Les protections fortes au niveau marin, il y a le pourtour de Bouzy, il y a les arrêtés de protection de biotope, la zone de la passe en Hesse en cantonnement de pêche, et puis je crois la pointe de Ngouja. Hein. Je crois que c'est à peu près tout. Mais il y aurait probablement à essayer de protéger davantage que cela. Il y a d'ailleurs eu un plan d'action territoriale qui a été monté au cours des années précédentes, qui a été terminé en 2023 et qui avançait un certain nombre de sites sur lesquels il faudrait augmenter la protection ou au moins la rendre plus forte. Hein. Vous partagez cette analyse, Oriane ? Oui, tout à fait. On le sait à l'échelle mondiale que c'est effectivement les zones de protection fortes avec des très, très fortes restrictions qui sont les plus efficaces sur la protection de l'environnement et de la biodiversité. Et puis on sait aussi que même malgré certaines restrictions très fortes, il y a quand même des infractions à la loi et qu'on n'a certainement pas assez de moyens de surveillance et de protection pour s'assurer que tout le monde le respecte. Donc il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Et puis effectivement sur la partie protection des habitats, voilà, on sait que Mayotte elle est encore en très fort développement et donc il y a un certain retard sur tout un tas de choses, notamment voilà, le traitement des eaux usées, la gestion des déchets, qui sont des problèmes majeurs qui ont un impact sur terre, mais qui ont un impact en mer. Tout à fait, qui ont un impact direct sur la qualité de l'eau et puis encore du coup tout un tas de projets d'aménagement qui impactent aussi le littoral et qui viennent voilà, continuer à contribuer à limiter le possible maintien des états des habitats. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Je crois qu'on y voit désormais plus clair. Il faut quand même être respectueux de notre environnement. Et je pense que ce qu'on peut faire très bien tous les jours, c'est jeter ses déchets à la poubelle. Déjà, ce serait une énorme contribution à l'environnement de Mayotte. Merci beaucoup à tous les deux. Et puis, nous, on se retrouve très rapidement dans Agir pour l'environnement pour continuer à découvrir la nature à Mayotte.